On poursuit ce Lex Inside et on va s'intéresser à l'obligation de non-concurrence des associés de société avec mon invité Simon Fournier, associé au sein du cabinet Deloitte Société d'avocats. Simon Fournier, bonjour. Bonjour Arnaud, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Les associés de société sont-ils tenus par une obligation de non-concurrence envers leur société? Écoutez, c'est une excellente question Arnaud. La réponse est non. Il n'y a pas, par principe, d'obligation de non-concurrence à laquelle seraient soumis les associés d'une société. Il y a en revanche ce qu'on appelle le principe de l'affectio societatis, qui exprime l'intention des associés de lier leurs intérêts en vue de réaliser un projet spécifique par voie sociétale. En vertu de cet affectio societatis, les associés sont soumis à ce qu'on appelle un devoir général de loyauté envers la D'accord. société au sein de laquelle ils sont associés. Et en vertu de ce principe, il leur est interdit de réaliser des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société. Néanmoins, il ne résulte pas automatiquement de ce principe une obligation générale, automatique de non-concurrence qui viendrait s'imposer aux associés des sociétés d'une SAS ou d'une SARL. De ce fait, ils restent totalement libres d'exercer une activité totalement concurrente à celle de la société au sein de laquelle ils sont associés, du moment qu'ils ne se rendent pas coupables d'actes de non-concurrence. D'accord. Il existe une légère exception à ce principe général que je viens de vous exposer, en ce qui concerne les sociétés dont la nature même est de mettre en commun une activité professionnelle. À titre d'exemple, les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, au sein de ces deux types d'entités, les associés sont par nature soumis à une obligation de non-concurrence qui s'explique encore une fois par le fait que l'objet même de la société est d'exercer en commun une activité professionnelle. Alors comment ça se passe dans les SA? Quid des associés? C'est une bonne question. Dans les SA, la situation est un petit peu différente. Il s'agit de typologies de sociétés de grande taille, avec un grand nombre d'associés dans lesquels ce qu'on appelle l'affectio societatis, ce principe d'intention commune, est beaucoup moins prégnant. De ce fait, la jurisprudence n'a jamais eu à se prononcer formellement sur une éventuelle clause de non-concurrence qui existerait ou non sur la charge des associés de SA. Néanmoins, la majorité de la doctrine est relativement unanime sur le fait que la solution est transposable, à savoir pas d'obligation de non-concurrence, un devoir de loyauté. D'accord. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il est possible de faire peser sur les associés de société une obligation de non-concurrence? Tout à fait. Alors là, on bascule sur le principe de la liberté contractuelle, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, de façon conventionnelle, prévoir une obligation de non-concurrence qui viendrait s'appliquer à des associés de société. Cela peut être fait de façon très classique dans les statuts, de façon statutaire, ou bien dans des actes extra-statutaires que peuvent être les pactes d'associés, les conventions de mandat social lorsqu'on parle de mandataire, les contrats de travail et évidemment les actes de cession. Alors intéressons-nous maintenant aux dirigeants sociaux. Qu'en est-il? La situation est la même. Un dirigeant social qui cumulerait cette fonction avec la nature d'associé n'est pas en soi soumis à une obligation de non-concurrence. En revanche, en pratique, il est beaucoup plus usuel de prévoir une obligation de non-concurrence pour un associé qui cumule cette qualité avec celle de mandataire social. Et pour cause, puisqu'il est en charge de la direction opérationnelle de la société. C'est lui qui va conduire l'activité. Il est donc usuel de prévoir ce type de clause. La première des conditions est qu'elle soit écrite. Évidemment, donc comme je vous le disais, ou dans un acte extra-statutaire comme cela est très habituel, ou même dans les statuts. Et par ailleurs, il faut ensuite que cette clause respecte un certain nombre de conditions pour qu'elle puisse être valide. Quelles sont les conditions? La première d'entre elles est qu'il faut que cette clause, dans sa rédaction et dans ses dispositions, respecte totalement la protection de l'intérêt légitime de la société. Donc on fait appel ici à une notion de proportionnalité extrêmement factuelle. Il va falloir que cette clause puisse être rédigée de fait à être adaptée à la taille de la société, aux compétences et aux fonctions du débiteur de son obligation. Et par ailleurs, il faudra également qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. D'accord. Et là encore, on est sur une appréciation extrêmement opérationnelle et factuelle. En toute proportionnalité, les limites de cette limitation chronologique et géographique va dépendre de l'activité de la société. Et la jurisprudence a pu valider des clauses en limitation chronologique qui allaient de quelques mois à plus de 20 ans, D'accord. et en termes territoriaux qui allaient de quelques kilomètres autour d'un lieu d'activité à plusieurs pays.
Le but de ces conditions est de s'assurer qu'il n'y a pas une entrave trop importante, trop disproportionnée à la liberté de travail. D'accord. Alors, vous venez de l'évoquer, on peut limiter une clause de non-concurrence, une obligation de non-concurrence dans le temps et dans l'espace, mais concrètement, comment fait-on? Ça va vraiment résulter d'une appréciation des spécificités de l'activité de la société. C'est-à-dire D'accord. une société qui va avoir une activité extrêmement commune avec beaucoup de concurrents assez immédiats, la jurisprudence aura plutôt tendance à invalider des clauses qui sont trop restrictives en termes d'étendue. À l'inverse, sur une start-up dans la tech avec un concept extrêmement particulier, il est très habituel de voir des limitations géographiques ou temporelles très étendues, notamment géographiques, avec plusieurs continents qui peuvent être intégrés. Alors, évoquons un cas spécifique. Comment inclure une clause de non-concurrence dans un contrat de cession de titre? Là encore, tout va découler de la liberté contractuelle. Ça nous pose un cas spécifique lorsque l'associé cédant cumule cette qualité avec celle de salarié, ce qui est assez souvent le cas lorsqu'on parle d'un mandataire social qui va vendre sa société. Dans cette situation très spécifique, la difficulté va venir du fait qu'on doit accumuler également des dispositions qui résultent du droit du travail. Et donc la clause de non-concurrence qu'on va vouloir intégrer dans cet acte de cession, elle ne sera valide, s'agissant d'un associé salarié, que si elle respecte une condition supplémentaire qui est celle de la contrepartie financière. D'accord. En d'autres termes, pour qu'elle soit valable, la clause de non-concurrence à charge d'un salarié, qu'il soit associé ou non, doit être payée. Ça a posé un vrai problème dans une pratique assez courante qui était de faire coïncider le paiement d'un prix de cession des titres avec celui de l'indemnité financière de la clause de non-concurrence. C'était une pratique éminemment contestable parce que d'une part, en globalisant le paiement de ces deux sommes, on s'exposait au risque que le débiteur puisse considérer que sa clause de non-concurrence, l'indemnité compensatrice, ne lui avait pas été payée. Par ailleurs, cela conduisait à une situation où l'indemnité de la clause de non-concurrence était payée non pas par l'employeur, mais par le futur associé, ce qui n'est pas conforme aux exigences en la matière. Et enfin, cela a posé un certain nombre de problématiques fiscales et sociales, puisque le risque était qu'une partie du prix de cession soit considérée comme du salaire, et donc soit soumis aux aspects fiscaux et sociaux relatifs au traitement et salaire. D'accord. Pour terminer, rapidement, quelques bonnes pratiques sur l'obligation de non-concurrence des associés de société. Alors, toujours la rédiger avec beaucoup de précautions. C'est une source de contentieux très importante, notamment dans le cadre de la cession de titres. D'accord. Bien évidemment, ne pas faire coïncider, lorsqu'on rachète les titres à un salarié associé, ne pas faire coïncider le paiement du prix de cession des titres et de l'indemnité qui vient compenser la clause de non-concurrence, et même les prévoir dans deux types d'actes différents. D'accord. Voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, et je tiens à souligner la contribution de mon collaborateur Louis Jutard qui a initié la rédaction d'une série d'articles sur ce sujet, et je l'en remercie chaleureusement. Très bien.